Le compteur Linky fait débat sur les réseaux sociaux, sur le site de la ville d'Albertville, sur Savoie News et Albertville Actu. C'est un souhait de Monsieur le maire, Frédéric Burnier-Fombray. Merci de nous recevoir dans la salle d'honneur de la mairie. Vous souhaitiez à la fois pour les Albertvillois, mais l'ensemble des Savoyards, faire une émission puisque vous l'avez proposé lors d'un conseil municipal. Tout à fait. Donc, c'était un conseil municipal de décembre 2017 où j'ai été interpellé par des membres du conseil municipal concernant la problématique qui était posée par les compteurs Linky. Et donc, j'ai rappelé que nous n'avions pas, nous, ville d'Albertville, la compétence puisqu'on l'a délégué au syndicat d'électricité de la Savoie, mais que je m'engageais effectivement à organiser un débat entre les partis, donc le Enedis d'un côté et le collectif anti-Linky de l'autre, pour que chacun, et notamment les Albertvillois, puissent avoir une information le plus éclairée possible et la plus objective possible. Alors, on a envie de vous poser la question, est-ce que vous avez un avis sur ces compteurs ? Alors, forcément, j'ai un avis qui est personnel. Celui-là, je le garde pour moi, même si, effectivement, les gens sont venus installer le compteur Linky chez moi, mais dans ce cadre-là. Après, moi, ce que je veux surtout, c'est donner la parole aux différents protagonistes de ce dossier pour qu'ils puissent s'exprimer librement, sans la pression d'un public qui pourrait être là et qui pourrait influencer les débats. C'est pour ça qu'on a fait cette émission, grâce à vous, et je vous en remercie, de façon différée et sur le serveur de Savoie News. Bien sûr, vous pourrez réagir et bien sûr, nous sommes à l'écoute de vos observations. Alors, Linky, comment ça se passe ? On vous propose 3 grands thèmes dans cette émission. Tout d'abord, l'installation. Ensuite, le fonctionnement. Et puis, bien sûr, on parlera santé, puisqu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ces sujets. Tout de suite, on vous présente nos invités et on passe à la première partie de cette émission. Tous les regards se portent sur lui et c'est grâce ou à cause d'Enedis, on va le savoir tout de suite. En tout cas, je suis ravi d'accueillir Benoît Kierva, bonjour. Et Roland Feigne. Bonjour. Alors ensemble, on va parler d'Enedis. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société en quelques mots avant de parler du compteur ? Avec plaisir. Donc, un mot sur Enedis et surtout sur les missions d'Enedis. Enedis est un service public de fournir, de distribuer l'électricité dans les 35 millions de foyers français. On n'est pas producteur d'électricité, Enedis n'est pas vendeur d'électricité, ce n'est pas Enedis qui vous fait la facture mensuelle d'électricité. Par contre, Enedis est celui qui effectivement a la responsabilité de l'acheminement de cette électricité à domicile, sa qualité, sa continuité. Enedis est responsable du comptage de l'ensemble effectivement de la consommation de chaque client ou de la production d'électricité de chaque producteur. Un mot aussi de remerciement à la mairie, à monsieur le maire d'Albertville, parce que cette formule un peu originale soit nous permet de faire ce qu'on aime faire, c'est tout simplement expliquer, arriver à montrer que ce compteur, effectivement, a un intérêt majeur dans les différents défis énergétiques et permettre effectivement de donner toutes les explications nécessaires. Merci d'avoir organisé le débat, monsieur le maire. Présentons maintenant les non-Linky et pas les anti-Linky. Je me reprends par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous y teniez. Donc ça prouve que vous avez une belle objectivité. En tout cas, on compte sur vous pour tout savoir et avoir votre avis. Alors Catherine Tournier, tout d'abord, vous êtes porte-parole pour les non-Linky. Oui, alors je vais aussi faire des remerciements pour l'organisation de cette rencontre, qu'elle soit la plus objective possible. Alors notre mission et toutes les personnes qui sont dans notre collectif, le but, c'est vraiment d'informer les gens. Parce que c'est un peu comme un iceberg. On a l'impression qu'Enedis nous donne une petite partie qui est réaliste, mais il y a toute la partie cachée. Et c'est ça qu'on essaye de dévoiler. Voilà. Donc on est un collectif sur Albertville déjà depuis plus de 4 mois. Il y a d'autres collectifs maintenant sur la Savoie et dans toute la France qui se sont montés. Je pense qu'il n'y a quand même pas de rumeurs sans raison. À vos côtés, Daniel Astinotti, vous êtes professeur, chercheur. Chercheur, oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? J'essaie de maintenir les gens en bonne santé naturellement. Voilà. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et j'ai passé maintenant toujours dans la santé, mais comment on peut rester en bonne santé sans forcément prendre des médicaments. Donc voilà, c'est à peu près avec la cohérence cardiaque. Ma spécialité, c'est la cohérence cardiaque pour ceux que ça intéresse. Alors pour lancer le sujet, nous sommes allés chez un habitant à Albertville. Combien de compteurs Linky vont être installés en Savoie ? Alors en tout, il y aura 300 000 compteurs qui vont être installés en Savoie. Et à l'heure actuelle, on est autour de 50 000 compteurs déjà installés. Alors comment ça se passe ? On vient chez vous en 30 minutes chrono ou quasi. Eh bien, vous avez un installateur et voilà la situation que vous allez vivre ou que vous avez vécue chez vous.
Nous voilà arrivés sur une installation avec le technicien qui est à nos côtés, le responsable bien sûr d'Enedis. On rentre chez l'habitant, hein, carrément. Tout à fait, exactement. C'est parti. Comment se passe le déploiement de manière générale? Donc il y a une concertation qui a lieu avec la communauté de communes, donc avec les élus de la communauté de communes ou de la commune, pour voir effectivement comment on va communiquer, comment on va expliquer aux gens le déploiement du compteur Linky. Donc ça, c'est la première phase qui a lieu quelques mois avant d'arriver sur la commune. Et par la suite, donc, il y a un courrier qui est envoyé à chaque client, environ 30 à 45 jours avant, et qui précise effectivement quelle est l'entreprise à laquelle Enedis a fait confiance pour le remplacement des compteurs, et qui donne les coordonnées à la fois de l'entreprise pour une prise de rendez-vous, si le client souhaite être présent. Il n'y a pas d'obligation si son comptage est accessible. Et ce courrier donne également les coordonnées d'Enedis. Il y a un numéro vert, le 08 54 659, où les gens peuvent appeler pour avoir des réponses à leurs différentes questions. Donc là, le jour J arrive. Exactement. On arrive chez l'habitant, entre guillemets. Donc le technicien est en train de s'équiper. Il va mettre des gants spéciaux qui permettent de travailler sous tension à proximité du réseau électrique. L'intervention chez le client va durer, on va dire, une grosse demi-heure à peu près. À un moment donné, on va se retrouver dans le noir parce qu'il va devoir consigner l'installation, c'est-à-dire mettre hors tension. Donc là, il va intervenir pour enlever les fusibles qui permettent d'isoler du réseau électrique l'installation du client. Il a enlevé ce qu'on appelle les fusibles au niveau de la colonne électrique. Là, derrière, il est venu vérifier qu'effectivement le compteur était désormais bien hors tension et donc il pouvait intervenir en toute sécurité dessus. Donc maintenant, ce qu'il va faire, il va déconnecter l'ancien compteur qu'on appelait le compteur bleu électronique. Et ensuite, donc, il va le remplacer par le compteur communicant. Il est en train de fixer le nouveau compteur communicant et de le raccorder au réseau électrique et à l'installation du client. Là, vous voyez, il utilise ce qu'on appelle un tournevis dynamométrique. C'est un tournevis à couple de serrage qui permet d'assurer le bon serrage déconnectique au compteur. Ce qu'il va faire maintenant, il va prendre une photo du compteur installé pour laisser un peu une trace de son intervention. Notre but, c'est de ne pas déranger le client si sa présence n'est pas obligatoire. Donc là, ça s'est passé pour une prise de rendez-vous. Soit le client appelle le numéro qui est indiqué dans le courrier à 45 jours, soit éventuellement, c'est l'entreprise qui l'appelle pour fixer un rendez-vous et pour se mettre d'accord sur des horaires d'intervention. Donc là, l'intervention est terminée. On a dû passer une petite demi-heure. Il lui remet une enveloppe qui justement donne de l'information sur le compteur Linky avec la notice d'utilisation qui permet d'expliquer comment faire défiler les informations sur le compteur communicant. Quels ont été également ce qu'on appelle les index de dépôt, c'est-à-dire quels étaient les derniers index relevés sur l'ancien compteur. Ça explique aussi comment réarmer le système si jamais il y a une coupure de courant. Alors, soit c'est remis en main propre quand le client est là, soit c'est laissé dans la boîte aux lettres si jamais le client n'est pas présent. Voilà, ça se passe dans la cordialité et dans l'exactitude. Alors comment se sont passées les concertations avec les communes pour en arriver à ces installations? Enedis a un souci de communication, d'explication sur le pourquoi de ce déploiement Linky. Et effectivement, la première étape, c'est de se rapprocher des communes, on va dire 6 à 12 mois avant le déploiement réel sur la commune, pour donner toutes les explications dans des formats complètement à façon. On a l'occasion de rencontrer les élus, les maires, on a l'occasion d'intervenir dans un conseil municipal, on travaille à l'échelle d'une communauté de communes, d'une agglomération, donc à la demande de la collectivité et sur un format et en y associant les parties prenantes, les associations, les représentants des consommateurs, vraiment à la carte, on essaie de bâtir effectivement le chemin qui permet effectivement d'amener de la sérénité au début du déploiement pour que chacun puisse avoir un maximum de réponses à ces questions. Là, c'est la démarche au niveau des municipalités. Après, il y a la démarche individuelle avec vos clients, finalement. Tout à fait. Et comme indiqué dans le film qu'on a pu voir précédemment, il y a un courrier qui est envoyé à chaque client, environ 30 à 45 jours avant le déploiement sur leur secteur, qui précise un certain nombre d'éléments. Quelle est l'entreprise à laquelle Enedis a fait confiance pour déployer le compteur communicant sur la commune, les coordonnées de cette entreprise, si jamais il y a besoin de prendre un rendez-vous pour la pose du compteur. Et également, on donne des éléments sur des contacts au sein d'Enedis. Donc il y a un numéro vert, un numéro gratuit, le 08 54 659, qui permet à tout client qui se pose des questions sur l'installation de son compteur d'avoir des éléments de réponse. Et il y a beaucoup de questions ?
Alors, il y a souvent des questions sur combien de temps va durer la coupure, parce qu'effectivement, les gens n'aiment pas forcément être coupés. Pratico-pratique. Ouais, exactement. Savoir quelles sont les plages pour les rendez-vous. Est-ce que c'est sur une demi-journée, sur 2 heures, etc., etc. Ou après des questions par rapport à ce qu'ils ont pu lire dans la presse sur la santé, sur aussi sur un certain nombre de thèmes. Vous n'avez pas d'opposition de la part des consommateurs, ou rarement? Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a déployé plus de 10 millions de compteurs en France. On est en phase sur le déploiement. Ça se passe plutôt très bien. Très très peu de réclamations. On est autour de 0,7% de réclamations. Alors c'est toujours trop. On essaye de travailler avec les entreprises de pause pour limiter encore ce nombre de réclamations. Mais sinon, ça se passe globalement très bien, avec une très bonne acceptation des foyers chez qui on a déployé le compteur communicant. Alors, à vous écouter, les choses se passent naturellement. Daniel, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces propos? Disons que nous, ce qu'on voit sur le terrain, puisqu'on est aussi sur le terrain, c'est qu'il y a quand même un gros décalage entre les discours et la réalité terrain. Donc, pour bien situer notre position, on n'est absolument contre rien du tout. Nous, ce qu'on défend, c'est un principe que le service public devrait servir, c'est vraiment rien ne peut se faire sans un consentement libre et éclairé. Et ça vous semble pas libre et éclairé? Aujourd'hui, si je vois un poseur arriver chez moi et qui me dit c'est obligatoire, je n'ai pas le droit de refuser et c'est gratuit. Mais c'est le cas. Donc j'aimerais quand même qu'on vérifie ces informations. Est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que c'est des on-dit? Est-ce qu'il y a des documents qui prouvent ça? Et si c'est obligatoire pour qui? Parce qu'une façon de désinformer, c'est de donner que la moitié de l'information. Donc si on vous dit c'est obligatoire, il faut préciser pour qui. Par exemple, en médecine, je vais prendre un exemple que tous les gens peuvent comprendre. Certains médecins ont une obligation légale de vous donner certains traitements et pas d'autres. N'empêche que moi, en tant que patient, j'ai le droit de refuser tout traitement qui me proposait et en choisir un autre. Donc au niveau juridique, je crois qu'il y a une méconnaissance technique et juridique d'une bonne partie de la population et que la communication de Enedis utilise ça pour imposer quelque chose dont ils n'ont pas le droit d'imposer. Benoît, un premier pic dans cette émission. Très clairement, le déploiement de compteurs Linky est une obligation soutenue par un certain nombre de dispositifs réglementaires. Donc Enedis agit dans le cadre de la loi sur un des maillons de la chaîne de distribution électrique. Pourquoi un des maillons de la chaîne? La distribution électrique, elle commence au poste de transformation, elle passe par des lignes et des câbles et elle finit par le compteur à la maison, chez vous. Personne n'a d'avis à donner sur, on va dire, le type de maillon utilisé. On ne va pas, nous, avoir à proposer de prendre un câble aluminium, un câble cuivre. Il en est de même pour le compteur. Le compteur est le maillon final de cette chaîne de distribution et il est de la responsabilité d'Enedis, dans son rôle, dans sa mission, effectivement, de définir cet élément de comptage et d'en assurer l'ensemble des fonctions, en particulier de relever l'énergie consommée. Alors après 10 millions d'installations, il est difficile de faire quand même marche arrière. Ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a des actions collectives en justice. Justement, je crois que travailler à l'amiable avec Enedis, avec de simples lettres recommandées pour refuser, ne fonctionne pas, malheureusement. Des fois, vous voulez dire que les gens n'ont pas le réflexe de le faire? C'est pas qu'ils ont le réflexe de le faire. Quand ils le font, parfois la pause est quand même faite. Donc on a un gros problème au niveau démocratique, c'est cet aspect de pause forcée. Vous parliez bien de 45 jours entre l'envoi de la lettre. J'ai des exemples concrets sur le terrain. C'est vrai qu'en théorie, 45 jours, j'ai un immeuble. J'ai rencontré cette personne, une petite retraitée qui sert à la Croix-Rouge. Dans son immeuble, ils n'ont reçu aucune lettre. Ils ont vu débarquer les installeurs qui ont tout installé. Ils ont reçu les lettres après. Ils n'étaient pas contents d'ailleurs, ils ont écrit à Enedis. Donc c'est un cas concret. Et j'ai des lettres, des témoignages de gens à qui ça a été vraiment forcé. Ils avaient mis même sur leur compteur, refusé. Ils ont téléphoné, écrit en recommandé à la société de pause en disant je refuse. La société de pause est venue. Ils étaient physiquement présents la première fois, le client. Donc ils ont dit non, pas de problème, on ne pose pas. 3 jours après, ils sont repassés, à l'insu de la personne, ils ont posé. Voilà, ça c'est des faits. On peut les documenter, on a les preuves. Donc, moi j'ai un problème, c'est que le discours dit ça, et sur le terrain, on voit autre chose. Et ça me pose un gros problème, et pas seulement à moi. Et ça, je pense que si vous n'avez pas compris pourquoi il y a une fronde, pourquoi plus en plus de gens s'opposent, c'est parce que quand on force la main à quelqu'un, surtout quand vous n'avez pas l'autorité légale de le faire, parce que ça, on peut discuter, on a les preuves légales aussi, vous avez, au niveau juridique, vous avez l'obligation de proposer ça aux utilisateurs. Vous avez une ligne rouge à ne pas franchir, c'est la propriété privée. Ça, vous le savez, et ça, vous le respectez
Ils défoncent pas les portes. Là, on a été chez l'habitant. J'ai pas eu l'impression que la personne, elle était peut-être réservée, elle ne voulait pas être filmée, c'est assez normal. Mais si vous ne respectez pas le refus de la personne qui a fait ça en règle, qui a envoyé un recommandé, qui a collé sur son compteur « je veux pas », que le poseur arrive en douce quand la personne n'est pas là pour l'installer, après vous demandez pourquoi les gens barricadent les compteurs. C'est la légitime défense proportionnée. Alors, il y a des cas de jurisprudence, je ne parle pas. Bon, s'il vous plaît, il y a des personnes qui barricadent les compteurs aujourd'hui, en Savoie? Alors effectivement, il y a quelques personnes qui font ce qu'on appelle une entrave, c'est-à-dire qui ne laissent pas l'accès ou qui mettent une chaîne autour du coffret dans lequel il y a le compteur. Alors nous, on tient quand même à préciser qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de risques électriques lorsqu'on est à côté du réseau électrique, donc il faut faire attention à ce qu'on fait et ne pas prendre des risques inconsidérés et ne pas non plus donner de faux espoirs ou de fausses idées qui pourraient engendrer des risques importants pour ceux qui restent de manière un petit peu irresponsable, font des choses sur l'installation électrique. Alors sur cette légitimité, vous avez bien dit 45 jours en théorie, et a priori la pratique n'a pas l'air celle-ci. Vous répondez quoi? Comme je l'ai dit, on a déjà posé plus de 10 millions de compteurs dans les familles. Il faut savoir qu'effectivement, le courrier est envoyé par la poste, donc on ne maîtrise pas malheureusement tout ce qui se passe. Nous, notre but, effectivement, c'est d'être dans le dialogue, comme toute entreprise de service public, avec les clients. Donc effectivement, lorsque le poseur vient, si effectivement à un moment donné il y a un refus, il n'est pas là pour aller au conflit avec le client, et donc il s'efface, il va faire d'autres compteurs. Comme je vous l'ai dit, le déploiement avance très bien. Si à un moment donné, dans sa tournée, il doit réintervenir à un endroit donné, effectivement, ça peut être un autre poseur qui va venir. Effectivement, si la personne n'est pas là et que le comptage est accessible, le changement de compteur aura lieu. Alors d'un point précisé dans le code de l'énergie. S'il y a une affiche qui dit que la personne ne veut pas, qu'est-ce que vous faites? Le poseur pose quand même ou pas? Est-ce que vous respectez? Je vais poser une question très simple. Est-ce que vous respectez les refus des gens? Alors, il faut savoir, encore une fois, qu'on a parlé tout à l'heure de l'aspect réglementaire et législatif. Est-ce que vous respectez le refus des gens s'ils ont exprimé leur refus? Laissez-moi le temps de répondre, s'il vous plaît. Donc, ça commence à être chaud. Il y a un aspect réglementaire, et donc nous, on suit ce que nous demande de faire la loi, effectivement, de poser des compteurs chez tous les logements réglementaires. Même si vous aviez l'autorité de le faire, et quelqu'un refuse, vous n'avez pas le pouvoir de l'imposer. Dans ce cas, vous devriez porter plainte pour qu'un juge estime si c'était OK ou pas de refuser. Donc, si vous imposez de ne pas rentrer dans un débat juridique, la formulation que M. Astinotti, vous avez utilisée tout à l'heure, qui est qu'Enedis doit proposer le compteur. Enedis ne veut pas être d'accord avec cette formulation. Enedis doit déployer le compteur, bien entendu, dans, on va dire, le respect du client complètement normal. Mais on n'a pas à proposer. Le compteur Linky n'est pas un objet à bien plaire que le client prend ou ne prend pas. Donc effectivement, nous sommes dans une logique de déploiement industriel qui, nous le souhaitons fortement, se fasse dans les meilleures conditions de respect global. Des poseurs aussi, qui ne travaillent pas forcément toujours dans des conditions très sereines. Des clients, à partir du moment où ils empêchent de rentrer chez eux, on en prend acte. Mais quand vous mettez effectivement une inscription sur un coffret extérieur, Enedis posera le compteur Linky. Une question, il y a combien de poseurs en Savoie actuellement qui travaillent? Vous confirmez bien. S'il vous plaît, je peux poser mes questions? Faut que je travaille un peu quand même. Il y a combien de poseurs qui travaillent en Savoie aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à peu près sur une cinquantaine de poseurs qui travaillent sur la Savoie, entre Chambéry, Albertville, la Tarentaise et la Maurienne. Et autre question, votre compteur, on peut le retrouver, comme on l'a vu dans la vidéo, dans un appartement? On peut le retrouver peut-être à l'angle de la rue d'une maison individuelle. Donc, c'est quoi la marge de sécurité pour une utilisation saine et sereine du compteur pour un utilisateur? Là-dessus, je tiens à le dire, il n'y a aucune incidence sur la santé avec le compteur Linky. Il y a déjà eu 4 études qui ont été réalisées par des agences, dont l'agence qui gère la santé des Français, l'ANSES, et l'Agence nationale des fréquences. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est important parce que ça fait partie du débat. Parce que finalement, on ne peut pas aller contre la technologie et l'avancée des procédés, puisque ce compteur, logiquement, vous me dites si je me trompe, les uns et les autres, il est là pour simplifier la vie des utilisateurs, pour éclaircir le quotidien des utilisateurs dans sa consommation, et évidemment pour vous, pour faire des économies dans les tournées, puisque tout est à distance, et quelque part on suit un peu le fléau de toute cette technologie dont on abuse et dont on a besoin aussi tous les jours.
Non, pour moi, il y a quand même un point important, sinon il n'y a pas de débat possible. Si c'est vraiment obligatoire, le reste n'a aucune importance. Donc le point, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Le problème, c'est que là, j'ai un document, on parle des on-dit, c'est des faits, des documents, des infos documentées. Il y a une lettre de Nicolas Hulot, qui est quelque part votre superviseur, qui écrit spécifiquement en réponse à un maire, ça date de novembre 2017, c'est sur Internet pour ceux qui veulent regarder, qui écrit noir sur blanc qu'il est possible de refuser. Donc s'il est possible de refuser et que vous ne parlez pas de cette option quand vous livrez, ça s'appelle de la vente forcée au niveau du code de la consommation. Donc qu'est-ce que vous pensez que c'est quand même Nicolas Hulot qui l'a écrit? Alors, je trouve qu'il sera c'est pas le seul, il y a d'autres références. On va laisser répondre. Je trouve qu'il sera intéressant de citer la réponse exacte de M. Hulot, et pas uniquement une partie, où il dit qu'effectivement, si jamais le comptage est chez vous, donc c'est-à-dire s'il y a besoin de rentrer chez vous pour changer le comptage, ben effectivement, tant que l'entreprise de pause n'a pas pris un rendez-vous avec vous, il n'y a pas de possibilité d'aller changer le compteur. Voilà. C'est ce qu'a dit M. Hulot dans sa réponse effectivement à un maire. Alors, on ne va pas lire toute la lettre, hein, attention. Prenez le micro, parce que sans micro, on ne vous entendra pas déjà. Il est... Voilà. Alors, ça va partir, c'est le refus de remplacement d'un compteur par un particulier est possible. Notamment, donc ça ne veut pas dire exclusivement, notamment, tel que je comprends le français, dans le cas où les équipes de pause ne peuvent accéder à l'ancien compteur par la voie publique. Donc ça veut dire que s'il n'est pas possible d'accéder au compteur par la voie publique, si les gens l'ont barricadé, s'ils l'ont mis sur leur propriété privée avec des panneaux qui l'expriment clairement, vous ne pouvez pas poser, vous franchissez une ligne rouge. Alors, voilà. Daniel, on a bien compris votre position. C'est les mots exacts. On ne va pas tourner en rond, hein, sinon on ne va pas s'en sortir, on va y passer 3 heures. Moi, j'aimerais revenir quand même sur l'évolution technologique, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour répondre aux attentes des consommateurs, bien sûr, à la productivité de vos employés et de vos contrôles. Qu'est-ce que vous proposeriez s'il n'y avait pas Linky? Parce qu'il faut bien avancer, on ne va pas rester avec les compteurs de Mathieu Zalem. Bon, je suis un scientifique, j'aime la technologie, j'aime la science, surtout quand elle sert l'humain. Donc, le problème, ce que je vois aujourd'hui, c'est quand il y a plusieurs choix techniques, ce n'est pas forcément le meilleur pour l'humain qu'on choisit, c'est celui qui est le plus rentable pour l'industriel qui va l'utiliser. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, il y a des solutions techniques qui existent, qui sont implémentées d'ailleurs, qui répondent parfaitement à la directive européenne. Vous avez une société, c'est même un de vos fournisseurs d'ailleurs, qui s'appelle Yellow Green, du groupe Casino, qui offre une solution disponible immédiatement, qui se greffe, c'est un petit capteur qui se greffe sur les compteurs existants, vous n'avez même pas besoin de changer les compteurs, qui vous fournit en temps réel l'information pour que les gens puissent économiser leur énergie, etc. Donc vous allez sur Internet, vous tapez Yellow Green Energy, et vous aurez l'information. Il y a aussi Quark Home qui offre ça. C'est des concurrents pour eux, c'est ça le problème. Benoît, Roland? Non, je pense qu'il y a une grosse confusion entre toujours le rôle de celui qui vous fait la facture d'électricité, celui qui fournit le livreur d'électricité, celui qui, effectivement, vous proposera, en plus de l'électricité, une petite boîte qui permettra un certain nombre de fonctions, et la mission du distributeur. La mission du distributeur, c'est d'aller compter l'énergie qui passe effectivement, qui transite chez le client ou depuis le producteur, avec une chaîne communicante qui ne peut pas être tributaire d'une technologie à la carte de tel et tel fabricant. Et encore une fois, Enedis n'a pas de concurrent dans la mesure où nous avons une exclusivité de service sur un territoire qui fait 95% du territoire français, et on n'est pas dans une logique concurrentielle. Alors, une question quand même. Quand vous avez choisi Linky, vous avez fait quand même le tour de la question à 3 fois, parce que vous allez dépenser quelques millions d'euros, plus si affinité. J'imagine que ces technologies dont on parle, vous les connaissez. Bien entendu, le projet Linky... Vous en pensez quoi? Le projet Linky a démarré dans le début des années 2000. Il ne s'appelait pas Linky, il s'appelait effectivement compteur communicant, parce qu'à cette époque-là déjà, la communauté européenne a mis en fait en avant la nécessité, dans une logique, on va dire, de meilleur service aux clients, de réfléchir compteur communicant. Et quand on parle compteur communicant, on n'est pas qu'électricité, on a électricité-gaz, sans oublier les compteurs communicants qui existent déjà sur les réseaux d'eau. Donc bien entendu, l'ensemble des technologies est regardé. Il y a, on va dire, 2 grandes familles de technologies. Soit on est sur une technologie filaire, soit sur une technologie radio Wi-Fi. Et derrière, il y a des questions de fiabilité, des questions d'accès. Quand vous mettez effectivement un compteur dans un sous-sol, ça ne réagit pas de la même manière. Et le fait d'utiliser le compteur avec derrière une connexion courant porteur-ligne est la solution qui a été retenue parce qu'elle correspondait le mieux
à, on va dire, à la topologie des foyers français. Donc, bien entendu, toute la technologie a été éprouvée. Il y a eu, il faut le rappeler, 300 000 compteurs expérimentaux entre 2010 et 2012 qui ont été mis en place, d'une part sur la ville de Lyon et d'autre part sur la région de Tours, pour encore une fois avoir un retour d'expérience intéressant, parce que oui, on ne peut pas partir sur une aventure industrielle qui coûte 5 milliards sans avoir pris un certain nombre de garanties. Je souhaite juste rappeler que celui qui porte le risque industriel derrière, c'est Enedis, pour le compte de la collectivité, mais bien entendu, il y a eu beaucoup de travaux préalables de fait pour effectivement, à un moment donné, choisir la meilleure technologie. Un retour ? Oui, donc là, il y a une technologie qui a été utilisée qui est quasiment similaire à la vôtre, c'est l'Italie, qui a déjà déployé. C'est dans le rapport de la Cour des comptes, donc ce n'est pas des activistes qui ont écrit ça, qui, eux, arrivent à faire la même chose à 80 € le compteur au lieu de 130. Ils ont une technologie CPL, mais ils ont changé un petit détail technique que vous n'avez pas fait de la même façon. Donc expliquez-moi. Lequel ? Au lieu de communiquer avec les concentrateurs par radio au centre, c'est une carte SIM qui est ils ont utilisé le réseau téléphonique existant, donc ils ont dû partager un peu le gâteau avec les télécoms. Là aussi, raison de concurrence. La réponse ? Je pense que sur la partie technologique, on peut longtemps regarder tout ce qui se fait dans le monde. On ne va pas focaliser sur l'Italie ou ailleurs. Clairement, le coût de revient aujourd'hui de la pose d'un compteur Linky est regardé de très près par d'autres pays qui sont en pleine phase de déploiement. Il y a beaucoup de projets européens qui sont effectivement prévus d'être lancés. Et la technologie d'Enedis est en train de faire référence parce que tout simplement, les millions de compteurs posés tous les ans, ce sont quelque chose qui n'a jamais été regardé jusqu'à présent. Alors, qui paye ce compteur finalement ? Ah, très bonne question, ça. Messieurs ? Le coût du compteur est nul pour le client. Effectivement, c'est Enedis qui va engendrer les dépenses, les 5 milliards de dépenses qui ont été données tout à l'heure, mais on sait que derrière, ça va générer des économies. Donc, au fur et à mesure que donc c'est dans l'exploitation que vous vous y retrouvez ? Exactement, tout à fait. Au fur et à mesure du déploiement des compteurs communicants, il y a des économies qui se font sur le réseau électrique, dans l'aide au pilotage, dans ce qu'on appelle les pertes non techniques sur le réseau électrique, sur un certain nombre de déplacements qu'on va pouvoir éviter et des choses qu'on va pouvoir faire à distance sans déranger le client. Et tout ça va générer des économies. Et chaque fois qu'on fera des économies, elles seront compensées de telle manière que le coût soit vraiment neutre pour le client. Donc là, je recommande vraiment aux gens d'aller sur Internet, de lire le rapport de la Cour des comptes. C'est relativement lisible, c'est bien écrit, c'est intelligible par tout le monde. Et vous verrez que ce n'est pas du tout ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte que de toute façon, le compteur, vous le payez bien, et si jamais vous faites des économies, ce qui pour eux n'est pas du tout évident dans la façon dont il était écrit, peut-être. Donc ça veut dire que de toute façon, vous allez payer les 130 € d'une manière ou d'une autre. Quand on vous dit c'est gratuit maintenant, ils disent, au rapport de la Cour des comptes, vous le payez plus tard avec des intérêts en plus, qui vont rapporter 500 millions d'euros à Enedis. Et ils disent c'est très coûteux, c'est surtout avantageux pour Enedis, pas tellement pour le client. Et les économies annoncées sont très théoriques pour l'instant. Une entreprise qui fait des résultats, c'est un peu normal. J'ai le rapport ici, si vous doutez de ce qui est écrit aujourd'hui. Comment ? Une entreprise qui fait des résultats, c'est un peu normal. C'est comme ça que fonctionne la société. Et tout à fait. Sauf que les profits que font une société, c'est dans notre poche qu'elle le prend. Donc il faut qu'on en ait un bénéfice, nous. Or, le rapport de la Cour des comptes dit qu'aujourd'hui, le bénéfice est très théorique et qu'il y aurait beaucoup de choses à changer, justement, pour que... Là-dessus, la Cour des comptes, elle dit deux choses assez différentes. Elle parle effectivement des potentielles économies d'énergie vers le client, donc de proposer des fonctions encore évoluées du compteur pour permettre ça, c'est une part. Et quand elle évoque le côté financement du compteur, elle précise simplement que le fait de préfinancer le compteur, que Enedis soit celui qui avance l'argent, ensuite, en termes de remboursement, se fasse avec un taux qui semble élevé. Je vous invite vraiment à relire aussi la réponse qui a été faite par la commission de régulation. La commission de régulation, c'est le gendarme de l'électricité, c'est celui qui fixe tous les tarifs auxquels Enedis est astreint. Enedis ne facture pas une prestation sans que ça passe par le regard du régulateur qui est la commission de régulation. Et le premier qui a, on va dire, apporté des éléments de réponse, c'est la commission de régulation pour rappeler le cadre régulatoire et pourquoi ce que vous appelez le taux d'intérêt a été fixé de telle manière. C'est en regard avec le risque industriel qui est pris par Enedis
sur ce déploiement. Donc quand on parle de la Cour des comptes, il faut aussi parler effectivement de la réponse de la Commission de régulation. En tout cas, vos avis sont bien trempés. On va peut-être s'arrêter là sur cette partie installation parce qu'on a dit beaucoup de choses. On invite bien sûr les internautes à regarder de leur côté bien toutes les sources dont vous venez de parler les uns et les autres. On n'a pas beaucoup entendu, Catherine. Vous avez peut-être un ultime avis à nous donner ? Ben oui, par rapport à l'installation, on a beaucoup de témoignages de harcèlement par téléphone, par courrier, des fois 3, 4, 10 fois. C'est quoi un harcèlement pour vous ? Alors, soit Enedis, ils ne savent pas qui téléphone, mais c'est pour prendre des rendez-vous. Et des fois, c'est 4, 5, 6, 10 fois par jour qu'on les appelle pour prendre un rendez-vous. Donc, il y a quand même une forte pression. Et il n'y a pas tout le temps, il y a de moins en moins même d'avertissements quand les gens viennent, enfin, les poseurs se déplacent. C'est vous qui appelez tout le temps ? Non, malheureusement, je n'ai pas la capacité à appeler les 25 millions de clients restants à alimenter. Non, aujourd'hui, effectivement, il y a les entreprises qui appellent les clients quand il y a besoin de prendre un rendez-vous pour aller chez eux changer le compteur. Et effectivement, alors, on est plutôt sur souvent 3 appels qui sont faits, 3 jours de la semaine différents, à 3 heures différentes pour essayer justement d'avoir un contact avec le client pour pouvoir voir à quel moment le client préfère avoir l'installation du compteur chez lui. Alors j'imagine que vous qui nous regardez avez votre propre opinion sur cet harcèlement ou pas. C'est même des fois 3 fois par jour avec 3 numéros différents quand même. Voilà, on va arrêter là pour la partie installation puisque nous avons 2 autres parties à étudier à travers cette émission. À tout de suite. Linky fait débat à la fois sur les sites de la ville d'Albertville, sur Savoie News et Albertville Actu. Nous sommes là pour informer les Savoyards, les Albertvillois, de ces installations qui se multiplient depuis quelque temps. On a parlé à l'instant de l'installation en elle-même. Maintenant, on va s'intéresser au fonctionnement du compteur. Alors Linky, comment ça marche ? Est-ce que l'un de vous deux peut nous répondre ? Oui, alors il faut savoir que Linky, c'est un compteur communicant qui, au même titre que les anciens compteurs, compte l'énergie globale électrique consommée dans le foyer. On n'a pas le détail des différents appareils utilisés. On ne sait pas si la consommation vient du four, du chauffage, de la télévision, etc. On est vraiment, comme sur les anciens compteurs, sur la consommation globale de l'électricité. Alors, toutefois, le calcul se fait peut-être différemment avec ces nouveaux compteurs, parce qu'avant, on avait un disjoncteur et un compteur. Maintenant, on n'a plus qu'un seul compteur. Alors, il y a toujours le disjoncteur au niveau de l'installation intérieure, qui protège en cas de travaux que peut faire le client chez lui. Par contre, on est toujours en train de compter ce qu'on appelle des kilowattheures, c'est-à-dire l'énergie consommée, l'énergie active consommée, et qui sera facturée comme avant avec les anciens compteurs. Daniel ? Donc ça, je suis d'accord. Par contre, il y a une petite différence que vous oubliez, c'est que maintenant, ce qui va réguler, qui va couper la puissance, quand on la dépasse, c'est votre Linky avec son breaker, qui n'est pas un vrai disjoncteur, alors qu'avant, c'était le disjoncteur qui, lui, était réglé en ampères. Donc on va faire un petit cours d'électricité parce que c'est complexe. Enedis joue beaucoup sur la compréhension difficile de l'électromagnétisme. Donc je vais vous montrer la différence que vous connaissez certainement, que vous ne montrez pas à vos utilisateurs, entre 1 kW et 1 kVA. Donc comme vous savez, votre compteur maintenant mesure et coupe la puissance en kVA, alors que les anciens compteurs, eux, à travers les ampères, c'était des kilowatts. Donc on va faire une petite démo. On se déplace là. On sort du champ. On sort du champ. Je vais vous ramener dans le champ. Vous êtes venu avec vos accessoires. Brancher ça. Alors, expliquez-nous ce que vous souhaitez faire comme démonstration. Alors regardez à la caméra surtout parce que... Voilà, on va regarder la caméra là-bas. Voilà. Donc, si vous arrivez à faire un petit zoom sur ça, Approchez le micro par contre. On s'organise, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voilà, là c'est une lampe basse énergie comme tout le monde a dans sa maison. Et là on va la mesurer. Donc, ce petit appareil mesure en fait l'énergie de façon différente. Il va mesurer ce qu'elle consomme en watts, il va mesurer ce qu'elle consomme en voltampères. Et c'est assez étrange parce que c'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Donc vous pouvez zoomer dessus pour qu'on voie les chiffres. Donc cette lampe consomme 12,7 watts actuellement. Par contre, quand on la mesure en voltampères, elle consomme 20,8. Alors beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes, ça disjoncte. Dès qu'ils ont installé le compteur, ça disjoncte. Ils appellent Enedis qui leur dit « c'est pas mon problème, vous voyez avec votre fournisseur ». Le fournisseur dit « c'est pas mon problème, mais j'ai une solution ».
Vous prenez un abonnement plus puissant, plus cher, et ça, il n'y a plus de problème. Donc ça s'appelle une surfacturation, qui est assez étrange. Pourquoi? Parce qu'on change le compteur, d'un seul coup, vous devez prendre un abonnement plus cher. Et l'explication, elle est là, elle est technique. Il suffisait de simplement changer le réglage de votre compteur, c'est un super ordinateur, et il aurait pu fonctionner comme l'ancien. Roland, là, donc si vous avez une réponse à ça, je suis preneur. On a compris que la démonstration était importante pour vous, mais il y a quand même une réponse là. Le compteur Linky a le même mode de fonctionnement en termes de coupure de la puissance que les anciens disjoncteurs qui étaient installés chez les clients. Les disjoncteurs voyaient passer une intensité. Effectivement, quand l'intensité était supérieure à une certaine valeur, ils coupaient. Et c'est la même chose avec le compteur Linky. Quel est l'intérêt pour vous de changer cette valeur? Il faut savoir qu'il y a une norme à respecter en France, qu'on appelle, alors c'est très technique, hein, on va peut-être perdre une partie des auditeurs, c'est la NFC 62411 qui régit le mode de fonctionnement des disjonctions, que ce soit via le breaker ou via le disjoncteur qu'on a installé chez les clients. Et effectivement, et plus vous dépassez votre puissance souscrite, c'est-à-dire le contrat que vous avez avec votre fournisseur d'électricité, et plus vite le disjoncteur ou le breaker vont fonctionner. Si vous dépassez de peu votre puissance, que ce soit avec le compteur Linky ou avec votre ancien disjoncteur, le temps de déclenchement sera beaucoup plus long. Il n'y a aucun changement entre les anciens systèmes et les nouveaux systèmes. Alors dernièrement, il y a quand même une tollée de réactions sur Que choisir. Il y a un reportage là-dessus, enfin un article là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est pas le fait du hasard quand même. Quand on a fait l'expérimentation sur Lyon et sur l'Indre-et-Loire, là où il y a posé les 300 000 compteurs en 2009-2010, là, il y a eu à peu près 0,3% de cas où il a fallu effectivement augmenter le réglage des clients parce qu'effectivement ils étaient un peu limites, ils avaient des disjoncteurs qui dans le temps dérivaient et ne jouaient plus tout à fait leur rôle par rapport aux normes. Alors c'est sûr, hein, quand on multiplie 0,4% par 10 millions, ben, le nombre est beaucoup plus important, mais on reste sur des taux qui sont réellement très faibles. Donc là, je suis absolument désolé. C'est bien pour ça que le public perd la confiance dans votre communication. Entre les faits, entre le discours et la réalité, en bon scientifique, je peux vous dire que ça ne tient pas la route. Et je suis ingénieur de formation aussi, donc ce que vous racontez, je suis désolé, ça ne tient pas la route. Si c'est exactement pareil, ça ne disjoncterait pas. C'est des faits. Il y a quelque chose qui a changé. Vous avez changé en 2010, vous avez changé l'unité de mesure sur les factures. C'était marqué kilowatts, maintenant c'est kilovoltampères. Ça veut dire quoi? Qu'ils gagnent plus de sous comme ça? Ben, bien sûr. Ce n'est pas nous qui gérons les factures. C'est au désavantage de l'utilisateur. Ce sont les fournisseurs d'électricité. Ou pas, le résultat. Non, mais ça ne change strictement rien pour les clients. Il y a quand même une passerelle entre vous et les fournisseurs, quand même. Vous osez dire que si vous changez, si sur la facture vous écrivez kilowatt et maintenant vous écrivez kilovoltampères, c'est la même chose. Vous osez dire ça? C'est là où Benoît intervient. Vous osez dire ça? Il faut rebondir là, Benoît. Attendez, M. Astinoni vient de nous faire découvrir la différence entre la puissance active et la puissance réactive. L'ensemble de l'électricité est facturé sur la puissance active qui s'exprime en kilowattheure. Ça a toujours été, ça le sera toujours. On parle de l'abonnement. Ensuite, on parle de l'abonnement. Allez, laissez répondre, s'il vous plaît, parce que vous avez été assez pertinent, mais je pense qu'il y a aussi une réponse en face qui est intéressante. L'affirmation d'Enedis est très claire, c'est que le mode de facturation n'a pas changé avant Linky, après Linky. On parle de 2010, là. Est-ce que vous admettez que vous avez changé sur les factures? Enfin, vos fournisseurs, à l'époque, Enedis n'existait pas. Bon, en dehors de la polémique, qu'est-ce qu'on fait alors? Pour vous aujourd'hui, c'est quoi le modèle idéal? Le modèle idéal, c'est que déjà Enedis respecte la loi, donc respecte les refus, puisqu'ils n'ont pas autorité à imposer. Mais ça, on l'a déjà dit, on en a déjà parlé. Oui, mais je pense qu'on a compris dans vos propos. Si vous ne respectez pas, barricadez vos compteurs, c'est légitime défense proportionnée, c'est validé par la jurisprudence. J'ai les documents aussi. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend des bougies, on reste à la maison? Puisque Enedis... Non, mais c'est important. Voilà, je vais vous dire. Donc aujourd'hui, puisqu'une approche amiable avec Enedis ne fonctionne pas, pourquoi croyez-vous que plein d'actions collectives ont démarré? Il y a une action qui va démarrer, donc 4000 personnes se sont inscrites. Action collective, c'est les class action à l'américaine. Et là, ça va faire bouger les choses, parce que malheureusement, Enedis ne veut pas entendre ce que le public veut dire. Donc c'est sûr qu'individuellement, qui va s'opposer à Enedis en justice? Des milliers d'euros à investir, une connaissance juridique que les gens n'ont pas. Donc là, la seule façon de contrer un mastodonte comme Enedis, c'est l'action collective en justice. Le groupe d'avocats, d'ailleurs, qui va le faire, n'est pas un novice. C'est eux qui sont sur l'affaire Levothyrox, un autre scandale sanitaire. Oui, mais vous vous entourez bien aussi. Je veux dire, c'est pas une solution qui veut bien s'entourer aujourd'hui pour défendre ses propos et ses avis. Moi, Roland, quand j'entends cela, j'ai l'impression qu'on crée un doute. Alors, créer un doute, pourquoi pas? Réveiller l'esprit des gens, why not? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser
laisser passer de tels commentaires sans réagir humainement déjà, parce que vous représentez une société, mais vous touchez des millions d'utilisateurs et d'individus. Deux choses, si tu me permets, Benoît. Premièrement, je trouve qu'il est extrêmement dangereux de donner des conseils comme barricader, entourer votre compteur, faites des choses autour. C'est ce que je disais, on peut pas... En termes de risque électrique, c'est énorme, donc je pense qu'il ne faut vraiment pas inciter les gens à faire n'importe quoi autour de leur compteur. Deuxièmement, il y a un certain nombre de communes, on l'évoquait tout à l'heure, qui, effectivement, par déficit d'information ou autre, ont pris des délibérations contre le déploiement du compteur communicant. Toutes les décisions de justice qui ont suivi ont donné raison à Enedis et ont jugé illégales ces délibérations. Donc quand vous dites qu'on ne respecte pas la loi, je suis un peu désolé là-dessus. Catherine, une ultime réaction? Non, là c'est par rapport aussi à tous nous les retours qu'on a. Il y a quand même beaucoup plus que vous semblez le dire, ou vous n'êtes peut-être pas au courant, mais de problèmes suite à la pose des compteurs Linky. On a énormément de gens, même sur le bassin d'Albertville, sans s'occuper de la France entière, de dysfonctionnement, de chauffe-eau qui claquent le lendemain. Après, quand vous dites énormément de gens, ça représente combien de personnes? Parce qu'on parle de 10 millions de compteurs installés face à... Nous, on a au moins une centaine de personnes qui nous... Les gens ne nous connaissent pas tous, hein, mais se sont manifestés à nous sur Albertville. Rien que sur le territoire d'Albertville. Donc il y a quand même... Une centaine de personnes sur 18 000 habitants, voire un peu plus avec les environs. Voilà, mais tout le monde ne nous connaît pas. Hein. Tout le monde connaît Enedis. Grâce à nous, on va vous connaître encore un peu plus. Donc et on va connaître aussi les activités d'Enedis. Nous, on est là pour, on va dire... Il y a même la paroisse, il y a l'église, hein, depuis que le compteur est installé, tout s'éteint, le chauffage s'éteint, la lumière s'allume, le tabernacle s'éteint. Enfin, tout le monde est touché. Hein. Mais après, il y a peut-être des réglages quand on a une installation à la maison. Hein. Ça, ils nous ont pas expliqué quand ils posent les compteurs. Il n'y a pas d'explication. Le courrier dans la boîte aux lettres, tout le monde ne l'a pas non plus. Hein. Je suis désolée, mais c'est changé, mais c'est pas expliqué. Allez-y. Tout à l'heure, on a parlé du déploiement sur la Savoie avec les 50 000 compteurs. Aujourd'hui, sur la commune d'Albertville, on a plus de 8 000 compteurs posés. Voilà, donc 100 sur 8 000, effectivement, ça vous donne un ratio à peu près des gens qui ont peut-être des difficultés. Quel que soit le ratio, moi je suis d'accord, le ratio est peut-être faible à vos yeux, est peut-être trop important au vôtre, chacun a son parti pris. Pour ces quelques centaines de personnes, qu'est-ce qu'on peut faire, docteur? Alors, effectivement, quand le poseur est intervenu chez le client, il a remis l'enveloppe avec ce qu'on appelle les index de dépose de l'ancien compteur, pour la facturation auprès de son fournisseur d'électricité. Donc il y a la notice d'utilisation du compteur communicant et il y a toujours ce numéro vert Linky, le 08000, donc gratuit, 08000 54 659. Et les gens effectivement appellent pour dire, voilà, depuis que vous m'avez installé le compteur, j'ai tel ou tel désagrément. Et on a un lieu physique où on peut se rendre pour discuter, échanger avec une personne? C'est par téléphone ou par Internet. Et il y a même une enquête de satisfaction. Et il n'y aurait pas une démarche à faire dans ce sens-là pour répondre aux objections que vous avez en face? Et où est l'humain là-dedans? On ne fait plus que du virtuel. Non, le téléphone permet d'avoir un échage avec le client. Oui, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Le poseur... Non, oui, mais attendez, ça c'est le côté aussi pratique dans les entreprises. Même dans les entreprises de petite dimension comme la mienne, on a tapé 1, tapé 2, tapé 3. Donc voilà, il faut que tout le monde travaille. Je veux dire, en dehors de ça, moi je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des réunions? On a un monsieur le maire, par exemple, qui circule de quartier en quartier. Je ne lui demande pas de sortir l'Enedis mobile, etc. Mais on ne pourrait pas envisager... parce que là, vous avez quand même des objections qui sont fortes, objectives ou pas, ça chacun prendra son parti pris encore une fois, qui pourraient permettre déjà d'aller peut-être dans le sens de l'ouverture que vous demandez, parce que vous êtes des non-Linky. Moi, j'ai dit anti-Linky, mais finalement, plus on va dans l'émission, plus vous êtes dans l'anti-Linky quand même. Donc, je me permets, je ne veux pas être médiateur, mais je me pose des questions par rapport à ce qu'on entend. Par rapport à l'affirmation où est l'humain, bien sûr, l'humain a sa place. Alors, juste quand même rappeler qu'on échange avec beaucoup de personnes qui viennent nous voir, encore une fois, en amont, quand on organise des réunions en mairie, c'est pas que pour le conseil municipal, on a beaucoup d'occasions d'échanger. Ça part parfois sur des situations quasiment particulières, parce qu'il y a des installations qui ont parfois une histoire et des clients qui ont des préoccupations particulières. Donc l'humain, il est là-dedans, et quand on a une remontée de dysfonctionnement, bien entendu, on va traiter au cas par cas, ce sont des cas extrêmement rares, et on va regarder avec le client, et ça, on ne sait pas le faire à distance ou au téléphone, et on se déplace pour aller regarder ce qui se passe. Mais encore une fois, quand on dit 10 millions, c'est juste pour relativiser, on va dire, globalement un déploiement qui, vu d'Enedis, se passe correctement par rapport à des cas
très 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 limités, très exceptionnels, qui effectivement derrière sont toujours regrettables, parce qu'il s'agit toujours clairement d'aller sur la satisfaction de chacun des clients, mais de faire en sorte qu'on puisse le faire en échangeant avec ses clients et en allant, si nécessaire, les rencontrer chez eux. Ok, alors oui, un ultime mot. Non, juste deux compléments. On avait fait sur la commune d'Albertville 3 permanences pour justement, on était là à la rencontre du public et des gens d'Albertville pour justement répondre à leurs interrogations. Je pense qu'il faut le faire régulièrement, ça. Parce que plus vous aurez de compteurs, plus vous aurez des retours. Puis les configurations sont différentes. On essaye de le faire en fonction des échanges avec la commune au fur et à mesure du déploiement sur telle ou telle commune. Et deuxièmement, chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement qui nous est remonté pour les gens chez qui on a posé le compteur, soit Enedis, soit l'entreprise de pose réintervient dans les 48 heures. On va conclure cette deuxième partie parce que de toute façon, vous ne serez jamais d'accord sur ce point de vue-là. Bah, c'est pas le but d'être d'accord. Non, c'est donner l'information. Parlez au micro, parlez. C'est de donner l'information complète aux gens et c'est à eux, en toute connaissance de cause, de décider. Mais pour qu'ils décident de façon libre et éclairée, il faut qu'ils aient les deux points de vue. Ah bah là, vous les avez éclairés. Donc, vous êtes plus fort que la lumière. Tu peux citer mon scoop quand même ? Allez, faites votre scoop. Voilà, donc et ce scoop-là, je ne citerai pas le nom de la personne qui m'a donné l'information, je ne vais pas lui causer des misères dans son emploi. Donc c'est au niveau des taux de refus. Donc cette personne m'a dit clairement, c'est quelqu'un d'Enedis, que les taux de refus sur les 3 derniers mois ont passé de 0,89 à 4%. Voilà, c'est une information, je peux la prouver. Donc c'est intéressant parce que ça correspond au moment où est sorti le rapport de la Cour des comptes qui a prouvé ce que les collectifs disaient depuis 2 ans, que ce n'est pas gratuit, que l'utilisateur va bien payer le compteur. Donc juste pour terminer, je vais conclure sur ça. Pour moi aujourd'hui, je vois que la stratégie sur le terrain, qu'est-ce que ça va ? Vous allez réussir votre stratégie, vous allez faire des économies aux gens. Tout simplement parce que, comme pour la cigarette, on augmente les prix et ça va forcer les gens à consommer moins. Donc bravo, vous allez réussir à votre objectif. Peut-être pas comme vous l'avez prévu. Et les utilisateurs, effectivement, ça sera peut-être une autre option pour eux. Bon, voilà. Vous n'arrivez pas à le convaincre. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Juste pour dire que depuis qu'il y a 10 millions de compteurs posés, les fournisseurs d'électricité proposent de plus en plus de nouvelles offres qu'ils ne pouvaient pas proposer avec les compteurs actuels. Des offres qui permettent d'avoir des réductions sur la consommation, enfin sur le coût de l'électricité. Donc vous allez sur le site des fournisseurs d'électricité et vous verrez un certain nombre de nouvelles offres qui apparaissent. Mais ce que disait Que Choisir quand même, c'est que vous coupez le sifflet si jamais, c'est ce que j'ai pu comprendre, si jamais on dépassait la consommation et on ne rétablissait pas un nouveau contrat. Vrai ou faux ? Non, aujourd'hui il y a des gestions, la gestion de ce qu'on appelle les coupures pour non-règlement de la facture auprès des fournisseurs d'électricité est très encadrée. Et dans tous les cas, il y a un déplacement du distributeur. Nous, on intervient sur demande du fournisseur d'électricité. Et dans tous les cas, quel que soit le compteur, il y aura déplacement chez le client pour trouver une solution. Ça n'a pas changé avec l'arrivée du nouveau compteur. Merci. C'était donc la deuxième partie de cette émission. On va passer sur la troisième partie. Et là, il y a des choses à dire. On va parler de la santé et du compteur. Troisième et dernière partie de cette émission, le compteur Linky et la santé des usagers. Alors j'imagine que les non-Linky 73 ont des choses à dire et je laisse la parole à Catherine. Voilà. Alors avant de rentrer dans des choses plus scientifiques et plus techniques, moi j'ai vraiment un appel à faire tant qu'il n'y a pas plus d'études de fait à préserver les populations à risque qui sont les enfants. Et que les mairies au moins protègent les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires, comme ça avait été fait aussi avec la Wi-Fi, qu'on protège au moins ces populations-là. Parce qu'on n'est quand même pas certains et ils n'ont pas besoin de servir de cobaye et qu'on s'aperçoive dans 20 ou 30 ans, bah oui, c'était les séquelles du compteur Linky. Donc ça, c'est ma première interpellation que j'ai envie de transmettre à l'ensemble de la population. Parce que c'est vrai que dans les réunions qu'on a, on a beaucoup de gens retraités. Les ados et les jeunes, ils sont déjà dans tout ce monde de connexion et ils n'ont pas le même regard et le même retrait pour voir les choses avec un peu plus de recul. Voilà, donc c'était un appel Alors, je vais pas pour les jeunes enfants. Parce que vous parlez d'ondes, on en a avec les téléphones, oui, c'est ce que je dis, hein. On en a à plusieurs niveaux, c'est pas que Linky, quoi. Oui, mais c'est le plus. Jusqu'où on va aller avant que la population soit complètement... Mais est-ce qu'on n'est pas dans une zone no limite maintenant où tout le monde... c'est peut-être le Linky qui va nous faire comprendre qu'il faut qu'on revoie autrement. Et pourquoi le Linky serait plus dangereux qu'un téléphone portable ? Non, il n'est pas plus, c'est l'accumulation dans une maison, dans un lieu de travail aussi, il ne faut pas oublier nos lieux de travail. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des nouvelles technologies,
comme celle-ci, avec les ondes, il y a eu, je dirais, des associations comme les vôtres qui se sont créées pour alerter le public et les consommateurs. Mais quand c'est à petite dose, ça passe, on amplifie, et là on est en train d'atteindre des doses qui sont vraiment overdose. Donc c'est là où il faut quand même arriver. Il y aurait des technologies, il pourrait y avoir des filtres, mais les filtres ne sont pas mis sur les compteurs. Il y a des technologies qui permettraient, effectivement aujourd'hui on est très puissant dans tout ce domaine-là, de faire tout pour que l'humain soit préservé dans sa santé. Et il n'en est rien. Mais pas seulement pour le Linky, hein. Effectivement, c'est vrai pour tout ce qui est, toutes les ondes qui nous baignent de partout. Et il faut vraiment reprendre ça rapidement, tous les acteurs. On a bien compris. Roland, tout à l'heure, vous avez dit il n'y a pas de risque avec nos ondes. Oui, alors là, on dit le contraire. Hein. Alors, je trouve toujours dommage de s'appuyer sur les enfants pour faire passer des idées. Juste une chose, aujourd'hui, la plupart des babyphones utilisent la technologie CPL pour leur fonctionnement. C'est la même technologie que pour le compteur Linky, des courants porteurs en ligne. Alors, je suis d'accord, mais libre aux parents d'en acheter ou pas. Ils ne l'ont pas en permanence dans leur maison. Il y a des parents qui foncent dedans parce qu'ils n'ont pas la réflexion. Mais moi, si j'en veux pas, je ne l'aurais pas. Il y a une majorité d'enfants qui ont un téléphone maintenant. Oui, mais il y a aussi des parents qui endorment leur bébé avec le portable et la musique sur les oreilles. Ça, je sais. Ou qui dorment des enfants de 4-5 ans qui dorment avec un téléphone sous l'oreiller. Mais ça, c'est la liberté des parents. C'est aussi un manque d'information. Mais rentrer à côté d'un téléphone et être loin d'un compteur Linky, même si, d'après vous, il y a des risques. C'est une éducation à faire, mais c'est un message à passer de prévention. Et il faut vraiment faire passer ce message préventif. Juste un mot, si vous permettez, sur le fonctionnement du CPL et sur comment le compteur communique. Il faut se sortir de la tête l'idée que le compteur est en communication permanente avec l'externe. Le compteur, il est relevé une fois par jour. Donc la technologie de relève, qu'on appelle effectivement courant porteur ligne, elle est utilisée de manière complètement ponctuelle dans la journée. Et je pense que le babyphone, lui, il fonctionne de manière bien plus durable. Donc le compteur n'est pas un objet connecté en permanence. Il faut revenir à quelque chose de complètement rationnel. Déjà, l'environnement électromagnétique avec le compteur Linky n'a absolument pas changé par rapport au compteur précédent. Le compteur d'avant a la même émission. Tout appareil traversé par un courant émet un champ électromagnétique et c'est strictement la même chose entre un compteur électronique d'avant et un compteur Linky d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de hausse et de choses qu'on rajoute. On remplace un appareil par un autre appareil. Il y a zéro perturbation. Encore une fois, par rapport surtout à l'ensemble des autres appareils d'un foyer domestique. Daniel, alors là, vous êtes le scientifique de l'étape. C'est très bien, c'est un excellent exemple de désinformation, donc je vais préciser. Donc c'est vrai, ce que vous dites pour le compteur est vrai. Le problème, c'est pas le compteur, c'est ce qui se passe dans les fils électriques qui vont dans l'appartement. Donc les premières études n'avaient concerné que le compteur. Le compteur, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème, c'est pas pire qu'un grille-pain. Sauf que si vous lisez attentivement le rapport de l'ANSES, tous les fils électriques deviennent des antennes qui émettent des radiofréquences dans tout l'appartement. Donc ça ne s'arrête pas au compteur. J'ai le rapport de l'ANSES, on peut le lire ensemble si vous voulez. C'est un mensonge flagrant. C'est comme ça qu'on perd confiance dans les services publics. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, je suis désolé de vous prendre en défaut, j'ai rien de personnel contre vous, mais je peux le prouver. Alors je pense que vous n'avez pas attendu pour dire ce genre de document. Non, on l'a lu avec attention, effectivement. Encore une fois, les conclusions, on n'a pas la même lecture que monsieur sur le rapport de l'ANSES. Encore une fois, il faut savoir que les courants porteurs en ligne sont utilisés sur le réseau électrique depuis les années 60 pour tout ce qui est gestion des différents tarifs heure cross heure pleine. Donc depuis les années 60, le réseau électrique est parcouru par des courants porteurs en ligne. C'est vrai. Donc je vais vous expliquer. Donc vous voyez, il y a une cinquantaine d'années, sur les routes, il y avait quelques voitures qui circulaient. Aujourd'hui, sur le périph' à Paris, c'est pas le même niveau de circulation. Pourtant, il y a toujours des voitures, c'est toujours des voitures, du CPL. Et c'est ce qui se passe. Donc quand vous dites que ça communique les données de comptage que la nuit, c'est vrai. Le problème, c'est que le reste du temps, ça communique aussi. Donc là, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport de l'ANSES. J'ai les documents, si vous voulez, on peut les sortir. 4 à 6 fois par minute, ça envoie des impulsions, pas seulement la nuit. Alors quoi ça sert ces impulsions? Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'interroger. Voilà, si c'est le cas. Hein. On n'a pas besoin. Je peux sortir le document, j'ai les documents. Non mais on a compris que vous aviez toute une Bible. Mais on ne pourra pas la montrer. Ne croyez pas ce que je dis, ne croyez pas ce que monsieur dit, allez vérifier par vous-même. En tant que scientifique, vous allez aux sources. Non mais de toute façon, depuis le départ,
on sait qu'il faut aller voir toutes vos sources et je pense qu'un certain nombre d'internautes ira les voir. Moi, ce que je veux, c'est juste avancer dans le débat. Si on arrive à trouver un positionnement, en tout cas, aujourd'hui, on revient sur ces interrogations, plusieurs pulsions par dizaines de minutes. Pourquoi autant d'interrogations ? Alors moi, je ne suis pas du tout en accord avec les ça, on l'avait compris. Mais voilà. Il faut savoir, je pose une question, c'est tout. Les informations, à quoi nous servent ? On a dit qu'on remontait la nuit un certain type d'informations. Premièrement, c'est la consommation globale, encore une fois, non pas appareil par appareil, parce que ça, on ne sait pas le faire, mais la consommation globale de l'installation électrique chez le client. Donc ça nous permet, nous, effectivement, de savoir ce qui a été consommé. Et après, il faut savoir, encore une fois, que les données, ces données-là qui sont transitées, appartiennent au client. Elles sont propriété du client. Elles sont remontées une fois par mois au fournisseur d'électricité, une fois par mois, pour établir la facture. Et on dit sur le fait que ces données seraient utilisées pour les industriels pour mieux vendre et mieux consommer, mieux cibler les consommateurs ? Non, c'est totalement faux. Les données, encore une fois, appartiennent au client. Donc c'est le client qui décide à qui veut les donner. Si par exemple demain il y a une société qui veut faire de l'optimisation tarifaire et aider les clients à optimiser leur facture d'électricité, ils ne pourront accéder aux données du client que sur accord et sur mandat donné par le client. Ok, Daniel est en train de tourner les pages, vous allez encore nous trouver peut-être... Juste une information intéressante. Prenez le micro, sinon on vous entendra pas. On n'a pas la même lecture, effectivement, du même document. Je vais vous lire une partie intéressante, justement, sur... c'est écrit noir sur blanc, je lis mot pour mot, vous pouvez vérifier. En complément, le CES, donc le comité d'études, recommande d'étudier la possibilité d'installer des filtres pour les personnes qui le souhaiteraient, permettant d'éviter la propagation des signaux CPL à l'intérieur des logements. Donc ça ne s'arrête pas au compteur, monsieur. Vous êtes bien d'accord ? On n'a jamais dit que... Vous contestez les on n'a jamais dit que ça s'arrêtait. J'avais compris ça, désolé. C'est pas ce que vous vouliez dire. Voilà, je pense qu'à travers ces derniers propos, on aura bien compris que les non-Linky sont quasiment anti-Linky, si vous me permettez. C'est pour vous titiller un petit peu, mais vous ne manquez pas dans le... On n'est pas anti-technologie. Non, mais parlez dans le micro, sinon... Il y a des technologies alternatives. Attention, il y a des ondes sur les micros HF. Je plaisante, je vous titille, là, pour le coup. Aujourd'hui, moi, j'ai juste envie de vous poser une question. On ne peut pas continuer en marchant en arrière. D'accord, on est obligé d'avancer avec la technologie, le bien-être du consommateur, la facilité dans un monde ou une société qui va toujours de plus en plus vite. Et c'est pas la faute au compteur Linky, c'est sans doute la faute à la société moderne. Qu'est-ce que vous préconisez pour que demain, en fait, tout soit beau et les ondes disparaissent? Parce qu'encore une fois, pour ma part, si vous dites que les ondes Linky sont un problème, les ondes de mon téléphone portable, de micro HF, des caméras qui nous entourent, en sont d'autres. Et donc, si on arrête tout, on ne fonctionne plus. On revient à l'époque de la préhistoire. Donc, c'est un peu... Non, pas forcément. C'est des choix technologiques. Donc, par exemple, si ces messieurs voulaient vraiment servir le public, ils installeraient des filtres. Et là, ça résout les problèmes éventuellement sanitaires, ça résout des problèmes techniques. Pourquoi vous n'installez pas des filtres CPL, surtout que c'est une recommandation de l'ANSES? Expliquez-moi. Bon, une heure de débat pour parler d'un filtre. Non, moi, ce que je voudrais juste reprendre, c'est vos termes que j'ai considérés forts. Quand vous dites qu'Enedis porte des mensonges et que ces mensonges décrédibilisent le service public, on ne peut pas ne pas réagir sur ces mots-là. Enedis donne de l'information et on ne va pas rentrer dans un débat effectivement technique sur quel filtre, à quel endroit on met un filtre. Il y a un élément qu'on n'a pas évoqué du tout, c'est à quoi sert le compteur Linky et la finalité, on va dire, pour la collectivité de ce compteur Linky. Le compteur Linky, il a un rôle majeur à jouer dans ce qu'on appelle la transition énergétique. Nos réseaux électriques sont complètement chamboulés en termes de pilotage par de nouveaux modes de consommation, qui sont les véhicules électriques, par un nombre très important de productions. Vous pouvez mettre un panneau photovoltaïque sur à peu près tous les toits des maisons. Et donc, on a un système électrique qui, avant, était relativement simple à gérer, qui allait toujours du même sens vers le consommateur depuis de grandes centrales. Ce réseau, il fonctionne de manière beaucoup plus, on va dire, multiforme. Il reçoit des signaux, il reçoit des consommations, il a effectivement des charges différentes. Et le compteur Linky doit, pour Enedis, permettre effectivement de gérer, de piloter son réseau électrique dans une logique de
moindre coût pour la collectivité, et Linky est pour Enedis un élément, un maillon important de cette chaîne d'optimisation de son réseau électrique. Il faut aussi le rappeler pour que quelque part chacun comprenne que l'avenir passe incontournablement par un déploiement complet des compteurs Linky à horizon à peu près 2021. Daniel, là où Benoît a vraiment raison, c'est que les besoins évoluent. Et aujourd'hui, ne pas répondre à ces besoins, c'est créer d'autres frustrations et peut-être d'autres associations comme les vôtres sur d'autres sujets. Bouclé. Le message est mal compris. C'est pas, les objectifs sont clairs et on aimerait bien avoir les mêmes. C'est sur les choix technologiques. D'autres choix technologiques sont possibles. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. On est tout à fait allé vers le progrès, bien sûr, mais pas quand le progrès ne sert pas l'humain. D'autres choix technologiques qui répondent à ces besoins sont possibles, en tout cas, n'ont pas été étudiés et mis en place. Lorsqu'on a 10 millions de compteurs installés, que vous allez en installer 35 millions, que la Savoie est installée déjà à hauteur de 8000 compteurs, on ne peut plus faire marche arrière. Et il ne faut pas faire marche arrière, sinon ça serait quelque chose d'incompréhensible au niveau de la société, des élus et des différentes collectivités. Nous, on est là pour appliquer la loi et déployer les compteurs communicants. Donc, on s'y emploie tous les jours. Et on va continuer à le faire jusqu'à la fin du déploiement qui est prévu pour 2021 en ce qui concerne Enedis. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Nous allons finir cette émission qui a duré quasiment 1 heure et qui vous permet... Un dernier mot ? Non, peut-être, si on prend un autre exemple par rapport à l'amiante, si on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des améliorations à faire, on pourrait peut-être les faire tout de suite plutôt que d'attendre la fin du déploiement et pour qu'on s'aperçoive dans 10 ans que, bah oui, on a eu l'information et on ne l'a pas utilisée pour essayer d'améliorer pour l'ensemble de la population. Les filtres CPL. Mettez en place les filtres CPL. Voilà, la discussion est sans fin. On pourrait continuer des minutes et des heures ainsi, mais il faut savoir conclure. Alors je vous propose tout de suite de retrouver Monsieur le maire. Chose promise, chose due, vous vouliez un débat, il était, je dirais, sur les réseaux sociaux et filmé. Qu'en pensez-vous ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir participé à la réalisation de ce débat. Moi, je suis très satisfait puisque chacun a pu s'exprimer de façon libre et de façon éclairée. J'espère que les Albertvillois et un peu plus au-delà, les Savoyards auront eu l'information qu'ils souhaitaient. Au moins, ils auront eu les clés pour aller chercher l'information qu'ils souhaitent. Et j'espère que ce débat aura fait avancer un peu la réflexion chez tout un chacun. Voilà, restons connectés. À bientôt sur les réseaux sociaux.